Sunday Night Production. En course à pied, est-ce que vous avez des rituels sportifs, des petites routines ? Est-ce que vous avez un slip porte-bonheur où vous aimez bien préparer votre sac minutieusement ? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Routine, flexibilité mentale, c'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un programme dédié à l'harmonie du corps et de l'esprit. Tous les mois, une nutritionniste et une préparatrice mentale vous partagent leurs meilleurs conseils pour optimiser votre santé et votre bien-être. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Je suis ravi de vous retrouver pour ce format de Body and Mind. Et aujourd'hui, nous allons explorer un sujet à titre personnel que je trouve passionnant et crucial dans le domaine de la préparation mentale sportive. La bataille entre les rituels, la routine et la flexibilité mentale, puisqu'on va voir que beaucoup d'avis d'experts ont un peu retourné leur veste et voilà, il y a eu pas mal de moves et donc on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Pour nous aider à trancher, j'ai le plaisir d'être accompagné de Manon Vercouter, coach mental, hypnothérapeute et spécialiste du changement. Salut Manon, comment tu vas ? Est-ce que toi, tu as des petites routines ? Est-ce que tu as des petits rituels ? Ou c'est à la one again ? Disons que j'ai été très... alors déjà, bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Allez, je suis tellement impatiente du sujet d'aujourd'hui, tu vois, que je te lance direct. Mais oui, moi avant j'étais très dans la routine, voire le rituel, et puis je m'en suis un petit peu détachée où j'ai trouvé une sorte d'équilibre. Alors maintenant, je dirais que c'est un peu plus contextuel. Ça dépend vraiment, voilà, si c'est dans le sport, ou si c'est dans le boulot, ou si c'est dans le perso, et puis selon les périodes. Et toi Guillaume ? Écoute, moi je suis passé partout. Je suis passé partout et donc justement, j'ai pu voir ce qui fonctionne moins bien et je pense aussi que j'ai pas une connaissance totale du sujet parce qu'on a un petit peu discuté avant de prendre l'antenne. Ouais. Et j'ai quelques erreurs d'analyse, donc on va discuter de tout ça. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à deux concepts clés dans le domaine du sport et de la psychologie sportive. C'est ce qu'on appelle les rituels. La routine, on va voir aussi en quoi c'est différent parce que moi j'avais tendance à les confondre. Et aujourd'hui, une notion qu'on parle de plus en plus, c'est la fameuse notion de la flexibilité mentale. Ça, c'est vraiment le mot à la mode, voilà, dans le très haut niveau. Tous les coachs parlent de ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, j'aimerais qu'on comprenne un peu ces deux notions et voilà les petites subtilités qu'il peut avoir. Commençons par les rituels sportifs qui sont dans tous les podcasts, tu vois, anglo-saxons, même les chefs d'entreprise. Tout à fait. Rituals, il n'y a que ça, tu vois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui se cache, comment on définit ce terme ? Parce que moi, j'avais pas une définition exhaustive finalement. En tout cas, je mélangeais des choses, donc peut-être que nos auditeurs aussi, aide-nous à y voir plus clair. Alors, en effet, la première chose, ce sera de préciser le mot routine du mot rituel. Néanmoins, après, dans le podcast, on utilisera aussi l'expression rituel sportif. En fait, le rituel, il est souvent confondu avec la routine parce qu'ils ont tous les deux cet aspect un petit peu répétitif. En réalité, la routine, elle tient vraiment de l'organisation. On est sur quelque chose qui va organiser, qui va prioriser, qui va optimiser. Donc, c'est sur une séquence de petites actions qui sont répétitives et qu'on peut exercer quotidiennement ou hebdomadairement ou selon les entraînements, etc. Elle est issue aussi d'une certaine forme de discipline puisqu'elle part de la volonté et ça devient un automatisme. C'est un petit peu la routine de, par exemple, se laver les dents. Au bout d'un moment, on n'y pense plus. En revanche, le rituel, lui, il possède davantage une dimension qui est émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va le faire pour se réconforter, pour se sécuriser, pour se rassurer, pour se donner de la chance. Et parfois, on s'en rend même pas compte. C'est juste, ça me fait me sentir bien. C'est la pensée magique. Un petit peu, exactement. C'est un petit peu ce truc de, en soi, ça ne change pas nécessairement la réalité, le concret des choses. Néanmoins, moi, intérieurement, émotionnellement, ça me fait me sentir bien. Donc, ça peut être un gris-gris, etc. Tout ça, c'est relié à des croyances. La chaussette voilà, la chaussette porte-bonheur. C'est exactement ça. On va mettre le jour de la compétition. Ça, c'est pas un rituel, c'est une routine. Il faut bien différencier les deux. Voilà, j'ai pas forcément cette nuance-là, moi. Oui, et donc il y a vraiment en fait cette idée que le rituel, il peut être associé à un déclencheur de performance, en fait, si c'est réalisé en amont. Après, il y a des gens aussi qui ont des rituels après une course. Par exemple, je sais qu'il y en a qui se boivent une bière, une petite 33 à la fin d'une course. Bon, en fait, c'est leur rituel. C'est presque spirituel, en fait. Il y a un petit peu de ça, Le repas aussi, il y a des repas un peu magiques, il y a une notion un peu mystique derrière ça. Et c'est vrai que les athlètes, ils adorent ça, hein. C'est exactement ça. Et en fait, le rituel, il s'intègre généralement
au sein des stratégies de préparation standards, au sein de l'organisation, au sein donc des routines. Et donc l'athlète ensuite peut décider ou non, parce que c'est très personnel, il n'y a pas d'obligation d'avoir recours à des rituels. C'est-à-dire que autant la routine, les athlètes en ont besoin, parce qu'on ne peut pas ne pas se préparer pour aller à une course. Néanmoins, le rituel, il est optionnel, subjectif, personnel et en effet plus spirituel, on pourrait presque dire. Ok, moi j'étais 90% routine et 10% peut-être rituel, un peu moins, même 5%. Je suis pas très, en tout cas sur ces choses-là, je suis un peu moins mystique. Est-ce que tu as peut-être des... Alors on a développé, mais est-ce que tu as peut-être des exemples à nous partager? Parce que il faut être clair, la routine, en dehors du monde du sport, c'est péjoratif, ça a mauvaise image. La routine, c'est associé, c'est pépère, c'est plan-plan. C'est pépère, c'est le vieux couple qui s'aime plus. C'est l'ennui. C'est l'ennui. C'est quelque chose qui est... Tu dis, je suis routinier hors du sport, c'est quelque chose qui est très, très mal vu. A contrario, dans le monde du sport, la routine sportive, quelqu'un qui est routinier, qui est comme ça, c'est hyper valorisé. Donc, comment expliquer cette vision différente autour de tout ça? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, peut-être de certains athlètes aussi, pour qu'on puisse vraiment comprendre un peu pourquoi il y a cette ambivalence? Ouais, totalement. Je pense personnellement que le fait que tout ce qui soit aspect routinier dans le sport soit, entre guillemets, bien vu, c'est aussi parce qu'il est associé à une certaine forme de discipline. Et la discipline, forcément, dans le sport, c'est valorisé. Alors que dans le côté quotidien, la routine, c'est plus... métro, boulot, dodo en fait. Et donc c'est quelque chose qui est un peu même plus la discipline, extérieur. La discipline n'est pas très bien valorisée dans le système actuel, alors que dans le sport, elle l'est beaucoup. Exactement. Alors ça dépend dans quel milieu, mais en effet, c'est vrai que dans le sport, c'est beaucoup plus reçu positivement. Et dans des exemples précis de sportifs très connus, qu'on peut citer pour en citer quelques-uns, il y a par exemple Michael Jordan qui portait pour chaque grand match son short de l'université sous sa tenue de basketball. Ou son numéro 23. Les footballeurs. Exactement. Cristiano Ronaldo avec le numéro 10. Il y a vraiment les chiffres aussi. Tout à fait. Il y a aussi judoka Teddy Riner qui a utilisé la ceinture reçue de son entraîneur lors de chaque compétition. Ou encore, il y a le rugbyman Mathieu Bastaro qui a accroché sur son sac sa chaussette fétiche, celle de son premier club. Donc ça, c'est curieux. Ouais. Il y a des trucs un peu bizarres. Pourquoi pas, ouais. Donc il y a vraiment cet aspect émotionnel et parfois même qui peut permettre de rallier aussi les foules à soi. C'est l'exemple de LeBron James. En fait, au moment de rentrer sur le terrain, il a une boîte de talc pour mieux accrocher la balle. Et en fait, il en verse une grande quantité d'abord dans sa main gauche et puis ensuite, il va poser la boîte. Il va regarder son public. Et puis, il va laisser un peu une sorte de blanc. Et puis, il va jeter tout le talc en l'air avec vraiment les bras écartés en soufflant dessus. Et c'est tellement devenu mythique que maintenant, le public qui vient le voir en match attend ce geste et le fait en même temps que lui. Ça l'encourage. C'est génial. Mais on parlera justement après des dérives, des tocs et ce genre de choses parce qu'on va voir que ça peut déboucher sur des choses un peu moins rigolotes. On va passer maintenant à un autre concept, c'est la flexibilité mentale. Et là, c'est intéressant de voir parce que je te disais que c'est un peu à la mode parce que moi, la théorie que j'ai, alors c'est très personnel, mais le sport est le reflet aussi de la société, mais il a un temps. Bien sûr. Un temps, il y a un différé, d'accord ? Les choses changent dans la société et ça se transpose sur le sport. La discipline, la routine, dans les années 50, 60, c'était très valorisé dans la société contemporaine. On est d'accord ? Oui. C'était quelque chose qui était valorisé. C'est resté dans le domaine du sport. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va te dire qu'il est dans la société, qu'il est spontané, qu'il a zéro routine, qui va là où son cœur, son envie lui dit d'aller, qui ne fait que ce qu'il a envie de faire. Ce qui compte, c'est ce que j'ai envie, moi, de faire finalement à l'instant T. C'est ce qui est plus important. C'est pas pour tout le monde, évidemment, je suis dans la caricature, mais c'est vrai que c'est des notions qui sont plus valorisées. C'est plus facile de dire je suis quelqu'un de très intuitif qui ne fait que ce que j'ai envie de faire que de dire je suis quelqu'un de très routinier qui s'impose des choix qui sont bons pour lui. Voilà, ça c'est textuellement, surtout dans les grandes villes. Et ben on voit que là ça se décale et qu'il y a cette notion de flexibilité mentale qui rentre et qui commence à venir sur le monde du sport. Donc c'est aussi sociologique. Donc peux-tu nous parler un peu de cette nouvelle mode de la flexibilité mentale et en quoi elle diffère avec... Ouais, tout à fait. Alors ce qu'on va appeler flexibilité mentale, pour être vraiment clair ici, ça va être la capacité de changer de tâche ou de stratégie mentale et donc de passer d'une opération cognitive
à une autre. Donc ça peut requérir ce qu'on va appeler le désengagement d'une tâche, donc c'est-à-dire enlever en fait une tâche qu'on est en train de faire ou qui n'est plus pertinente pour en faire une autre. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un mécanisme cognitif qui va permettre une meilleure adaptation aux situations qui sont nouvelles et donc potentiellement aux situations qui sont inattendues, voire problématiques. En d'autres termes, c'est vraiment cette flexibilité mentale, c'est une capacité à nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus, en fait. Et ça, c'est hyper crucial quand on doit revoir notre conduite, revoir nos pensées, revoir nos actions, nos comportements, pour pouvoir mieux s'adapter à une situation. Oui, parce que c'est rigide finalement quand on est dans la routine, quand on est, il y a quelque chose de très rigide. Et aujourd'hui, on vit dans l'incertitude. Il y a aussi un niveau de performance. Il y a une multitude d'épreuves, de courses. Tout va très très vite. Donc on se rend compte aussi, parce qu'il n'y avait pas de jugement de valeur, moi, dans ce que je disais. Attention, c'est vrai que voilà, mais la vie, la société change. Et donc aujourd'hui, on va rechercher un petit peu plus de souplesse. On a tendance souvent à aller dans un extrême ou un autre. On est d'accord ? C'est vrai que c'est humain. On donne des grands coups de volant à droite, puis des grands coups de volant à gauche. Bon, souvent, on finit dans le décor. Ce qui est mieux quand même, souvent, c'est de rouler droit. On est d'accord ? C'est comme ça qu'on évite les accidents. Est-ce que ces concepts fonctionnent en opposition ? Est-ce qu'ils peuvent s'imbiber ? Est-ce qu'il n'y a pas une cohésion à avoir ? C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Oui, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en effet, on pourrait croire de prime abord que les deux concepts sont totalement opposés. D'un côté, on a la routine, les rituels sportifs où c'est quelque chose qui est très cadré, qui est très structuré. Et de l'autre côté, on a cette notion de souplesse et de flexibilité. Néanmoins, c'est pas forcément non complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut mixer les deux. Moi aussi, je suis partisane de cette idée de trouver un équilibre dans tout. Et donc l'idée, et on va le voir, on va dérouler ça dans cet épisode, ça va être justement pour les personnes qui en ont envie d'avoir cette routine, pourquoi pas d'aller jusqu'à certains rituels, mais qu'on ne soit jamais dans la contrainte qui puisse inhiber ou affecter négativement la performance sportive. C'est vraiment ça, cette idée. Bah écoute, moi ce que je te propose de faire pour on organise bien notre échange, parce qu'il y a pas mal de points qu'on va évoquer pour aider les gens justement en fait à mieux vivre leur sport, à être plus discipliné, à pas sauter d'entraînement. C'est l'avantage en fait des rituels ou de la flexibilité mentale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cerner un peu les enjeux autour des rituels, autour de la flexibilité. On va structurer notre épisode là en 3 parties distinctes. Dans la première partie, on peut explorer en profondeur le concept des rituels sportifs en discutant de leur importance et leur impact positif ou non sur le coureur à pied. On va poser un peu le pour et le contre, et ensuite on va s'intéresser à la flexibilité mentale et comme ça. Alors, et en dernière partie, on va comparer, et on va voir aussi qu'en fonction du moment, l'état émotionnel où on se trouve, notre niveau d'expertise en course à pied, est-ce qu'on est un expert, est-ce qu'on est un débutant, on va voir que il peut avoir des intérêts. Et moi, je vais te donner un exemple. J'ai des rituels sportifs. J'ai des routines sportives et ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quelqu'un d'assez désorganisé. Je suis quelqu'un qui va dans tous les sens, qui a 1000 idées à la seconde, qui est très agité, et c'est vrai que je manquais totalement de structure, et je pense que sans ces rituels j'aurais jamais été capable d'aller aussi loin dans la course à pied, d'atteindre le niveau de performance que je m'étais fixé, de faire les championnats de France, d'atteindre mes objectifs. Donc moi, je suis très attaché à cette notion-là, mais j'en ai vu assez les limites un peu plus tard. Donc est-ce que ce que je te propose de faire déjà, c'est est-ce que il n'y a pas un aspect peut-être psychologique dans tout ça ? Est-ce qu'on peut détailler ce que tu en penses ? Oui, bien sûr. Comme on me disait, et tu l'as très très bien mentionné, la routine ramène de la structure. Donc au-delà de cet aspect organisationnel qu'on a déjà mentionné et qui a ses avantages, notamment gain de temps, gain d'énergie mentale, moins de charge mentale, davantage d'efficacité, pour les routines, il y a aussi des aspects plus émotionnels. Et de la même façon pour les rituels également. C'est-à-dire qu'on peut distinguer déjà des rituels sportifs différents. Il peut y avoir certains rituels pour la concentration, d'autres pour la relaxation, d'autres pour vraiment ramener un peu de l'encouragement, ce que j'appelle moi le boost. D'autres, ça va être vraiment sur la superstition pure et dure, qui vont davantage reposer sur des croyances. Et les utilités en fait de ça, c'est que ça va créer déjà un ancrage positif. En fait, la répétition d'une tâche permet
d'ancrer, donc c'est vraiment d'intégrer, d'enregistrer à l'intérieur de nous des états émotionnels qui y sont associés. C'est-à-dire que selon une tâche qu'on veut faire, on va dire cette tâche, ça va me rendre plus calme. Par exemple, le fait de mettre d'abord ma chaussure gauche et ensuite ma chaussure droite, et puis peut-être de taper mes mains en même temps, et puis de prendre une bonne respiration, ça me permet d'être focus et calme. Ok, au plus je vais le faire, au plus cette action va me ramener davantage et davantage de focus et de calme. Donc on peut l'associer à un geste, à une musique ou à toute autre chose qui nous paraît en fait, qui nous parle quoi. Tout ça, ça nous permet également de nous rassurer, de nous sentir plus sécurisés. Ça nous donne une sorte de cadre en fait. Moi j'appelle ça, c'est un peu le doudou finalement. C'est hyper rassurant. Hein. C'est ça, c'est totalement ça. C'est hyper rassurant. Et en fait tout ça, ça contribue à booster notre confiance en nous. C'est un petit peu comme si on s'assurait de mettre toutes les chances de notre côté. C'est un petit peu ce qu'on appelle la petite tape on the shoulder, vraiment la petite main sur l'épaule qui va nous encourager, qui va renforcer toutes nos croyances aidantes, qui va vraiment avoir ce renforcement positif chez nous. Et donc du coup, si on est dans un état mental qui est plus positif, plus calme, plus focus, plus combatif, bah forcément, ça va affecter positivement nos performances. Ça, c'est intéressant parce que moi, ça m'aidait beaucoup, ce côté rituel sportif, par exemple. J'avais tendance à m'entraîner le soir, comme beaucoup, parce que bon, voilà, j'avais la flemme un peu de me lever le matin. Le soir, j'aimais bien, mais c'était pas pratique parce que le soir, tu maîtrises pas ton emploi du temps, parce que tu peux avoir on a fait un épisode sur la gestion du temps. Tu peux avoir des rendez-vous qui se prolongent et tout, donc tu maîtrises beaucoup moins cette plage horaire. T'es soumis à des facteurs. Et puis, tu peux vite aussi des fois après une journée de travail, vite être épuisé, ci et ça, et donc t'as quand même très tendance à annuler plus facilement un entraînement. Alors que le matin, ton temps, il t'appartient à toi. Tu n'as pas de rendez-vous à 6h du mat, si les enfants sont couchés. C'est un temps vraiment où tu es maître de ton temps. Si tu n'y vas pas, ça ne dépend que de toi. Donc, j'avais essayé de... Et en plus, moi, ça me faisait plus de bien. En vrai, je préférais courir le matin, mais j'étais juste un peu plus... je perds flemmard. Mais voilà. Donc, j'avais du mal à me lever. Mon réveil, il sonnait et je l'éteignais et tout. Et du coup, j'ai instauré ce système de routine. Donc, le soir, petit conseil, petit tips pour ceux que ça intéresse. Le soir, je regardais la météo. Je voulais en fait aucun élément qui va me dissuader de partir parce que je sais que mon esprit va se rattacher à la moindre petite chose pour ne pas y aller. L'excuse. Exactement, tu vois. Donc il va chercher l'excuse. Donc je ne vais laisser aucune excuse. Donc la veille, je regardais la météo. Tenue préparée en fonction de la météo du lendemain. Donc je mettais tout plié sur la table et tout. Le téléphone, il était très loin. Interdiction de le toucher. Donc le soir, je ne dors pas dans le chemin avec le téléphone. Et interdiction de le toucher avant d'être allé en rentrant seulement de trucs. Donc ça, je le dégageais. Café, je le préparais déjà, j'avais juste avec la tasse sous le truc, j'avais qu'à appuyer sur le bouton. Et en fait, du coup, ça me permettait de ne plus me poser de questions et j'avais instauré ce côté très robotique. Je me lève, je vais chercher mes affaires, je m'habille, j'appuie sur mon bouton, je prends mon café, je pars. Et tout était un tunnel d'action, en tunnel par action qui ne laissait aucun temps en fait non prévu. Donc j'avais la maîtrise sur tout. Je ne me posais pas de questions, je m'interdisais de me poser des questions. J'étais en pilote automatique. Et j'y allais. Et ça a vachement changé ma vie. Là, on est dans le rituel sportif. C'est efficace, ça marche. Et peut-être le côté un peu plus pervers, c'est que ça peut se transformer en quelque chose de plus mystique, en quelque chose de croyance. Et là, on rentre justement dans ce qu'on appelait tout à l'heure pas les rituels, les routines, les rituels. Ah, c'est les rituels du coup. Ouais, les rituels. Et là, on rentre dans... Pardon, désolé. Et là, on rentre dans les rituels. Et justement, on a donné des exemples tout à l'heure d'athlètes. Et il y en a un, moi, qui me saute aux yeux, c'est Rafael Nadal. Si vous le voyez comme ça à Roland-Garros, il va toucher ses bouteilles d'eau d'une certaine manière, il va sauter à l'entrée du court, il va s'essuyer le front, le nez avant chaque service. Enfin, mais lui, c'est poussé à l'extrême et du coup, c'est vrai que ça pose des questions. Et là, ça crée aussi peut-être des fois aussi des troubles du comportement, les fameux les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre un peu la différence justement entre rituel, routine et TOC et comment en fait on peut migrer en fait de l'un vers l'autre si on ne fait pas attention? Alors, faut vraiment savoir que ce qu'on appelle les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, c'est vraiment une pathologie qui doit être médicalement
accompagner. Et en fait, ces TOC se traduisent par des obsessions. On est vraiment donc dans ce côté compulsif, c'est-à-dire des pensées dérangeantes qui sont répétitives et incontrôlables. C'est vraiment ça. C'est quelque chose qui, même si c'est à l'intérieur de nous, ça nous arrive. On se sent aussi prisonnier de ces comportements qui s'imposent à nous. Et donc, ces comportements-là causent une forte anxiété. Souvent, ça va même jusqu'au TAG, le trouble anxieux généralisé, qui est aussi une pathologie. Cette anxiété, elle peut être atténuée en fait par la mise en place de comportements répétitifs. Les TOC apparaissent donc dans une sorte de solution à quelque chose en fait. Et c'est cette solution qui se met en place bon an, mal an, qui va devenir nocive pour la personne puisqu'elle en devient, comme je le disais, victime, prisonnière et en fait vraiment elle subit les conséquences qui sont difficiles à vivre pour la personne qui en souffre, pour elle, mais aussi pour son entourage. Ça peut lui pourrir la vie professionnelle, personnelle, sentimentale, familiale, parce qu'on est vraiment sur des comportements répétitifs qui sont irraisonnés et incontrôlables. Donc là, encore une fois, je le répète, c'est vraiment une pathologie qui requiert un accompagnement thérapeutique sérieux avec vraiment des médecins, psychiatres, psychologues. Et comme tu le dis bien, la question à se poser, en fait, c'est si le rituel installé va générer un état émotionnel désagréable ou pas. En fait, si c'est agréable et que ça aide à la performance, c'est OK. Si c'est quelque chose de sain, c'est OK. Le problème, c'est quand ça peut devenir quelque chose qu'on ressent comme une obligation. Parce que ce qui est pervers avec la répétition, c'est qu'au bout d'un moment, parfois, ça devient tellement un automatisme que si on ne le fait pas, c'est comme si on était un petit peu en manque de ça. Et donc, on va s'auto-saboter, entre guillemets, on reviendra sur la notion d'auto-sabotage, en inhibant nos performances inconsciemment parce qu'on n'aura pas fait ce truc-là. Ouais, exactement. Voilà, donc ça marche pas. Mais disons que le schéma classique, ça peut être la routine qui se transforme en rituel, qui peut se transformer après en trouble du comportement. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas du tout obligatoire. Il y a des gens qui vont rester sur le stade de la routine, d'autres qui vont aller un peu plus sur le stade du rituel, mais il faut être vigilant à ça. Par contre, ce que j'ai remarqué, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que nous, les coureurs à pied, on est très exposés à ça, et j'ai l'impression que dans les sports individuels, on parlait de Rafael Nadal du tennis, c'est beaucoup plus présent en tout cas que dans les sports collectifs. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences? J'ai l'impression, en tout cas, est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y en a dans le foot, mais sur une équipe de foot, il y en a peut-être un ou deux qui vont en avoir, et les autres, pour connaître un peu le monde du foot ou du sport co, c'est une culture très différente des sports individuels. Je sens que l'athlète, il est beaucoup plus exposé à ça, il est beaucoup plus... comment on peut l'expliquer ça? Je trouve que ce point de vue est assez intéressant. En effet, je ne ferai pas de distinguo au niveau du sport, au niveau des disciplines, comme on a cité plusieurs exemples, tennis, basket, etc. Néanmoins, c'est vrai que peut-être il peut y avoir une forme de distinction qui est faite entre le collectif et l'individuel. Alors, mon explication qui est très subjective et très personnelle, ce serait vraiment de dire que dans le collectif, il y a déjà quelque chose, une énergie groupale qui va permettre de jouer un rôle de catalyseur et donc de déjà ritualiser la chose. On est avec son équipe, on a forcément le pitch du coach qui va venir et puis peut-être qu'on va avoir quand même des fois une poignée de main ou un cri ou quelque chose. Il y a quelque chose quand même dans l'énergie groupale qui va se diffuser mais qui va pas être internalisé comme un rituel ou une routine qui est personnelle et individuelle. Et puis tout repose pas sur soi aussi. Exactement. On peut, quand on est un peu moins bien, on peut se reposer sur le collectif. Exactement. Un athlète individuel ne peut pas, il n'a pas ce luxe-là, entre guillemets. Exactement, il y a vraiment ce côté dans le collectif où certes, nous sommes, en tout cas les athlètes sont la somme de leur équipe, mais il y a aussi cette énergie d'équipe qui peut jouer ce côté un peu de catalyseur d'énergie. Alors que dans le sport individuel, comme tu le dis, on est responsable un petit peu de nous-mêmes et donc il y a vraiment, consciemment ou inconsciemment, davantage de poids, davantage de responsabilité quant à la performance. Parce que si en collectif, on rate par exemple un match de basket, ça peut être vraiment à cause d'un joueur, mais souvent c'est quand même un ensemble d'actions, un ensemble de personnes, un ensemble de comportements qui ont mené à la défaite. Alors que dans l'individuel, si je me plante, c'est de ma faute. Voilà, donc ayons une attention particulière par rapport à ça. Alors, là, je t'ai partagé tout à l'heure mon expérience personnelle. Moi, je pense que instaurer un peu des routines sportives, des rituels quand elles ne sont pas dans le domaine du mystique. Pour moi, je pense que quand on a du mal à se motiver, quand on a besoin aussi de sérieux, de discipline dans une prépa, ça peut être intéressant. Toi, ton avis de coach mental, quels sont, selon toi, les plus, comme ça on va faire un peu un bilan, les plus
des rituels et pour quel type de profil ils peuvent être parfaitement adaptés? Oui, alors je pense que dans les bénéfices intéressants qu'on peut soulever, qu'on peut noter, il y a déjà le cercle vertueux créé par la répétition qui rassure, qui sécurise, qui renforce les croyances aidantes. Tout ça, ça permet d'être aussi davantage dans l'instant présent, d'être plus, ce qu'on appelle être plus ancré. Et quand on est plus dans l'instant présent, on en parlera dans un prochain épisode, on est moins sujet aux pensées parasites en fait. Parce que si je suis dans l'ici et dans le maintenant, focalisé sur ce que je suis en train de faire, forcément que je vais moins penser aux problèmes de ma semaine ou à ce qui m'attend dans le travail ou comme futurs entraînements. Et donc vraiment, encore une fois, le principal point à retenir ici, c'est que le rituel, la routine, c'est uniquement si c'est agréable pour le coureur, que ça doit créer un état mental et émotionnel agréable et donc propice à la performance. Parce qu'en fait, c'est vraiment logique. Si je suis bien, si je suis concentré, si je suis combatif, forcément que je vais mieux courir que si je me sens triste, que je suis en train de penser au boulot ou à tous mes problèmes perso. Donc il y a un effet quand même sur la motivation, parce que souvent on dit les gens très disciplinés sont des gens très routiniers. Il y a une corrélation quand même. Si on instaure des routines, jusqu'à un certain niveau, je pense, la routine peut booster notre motivation. On est d'accord sur ça? Tout à fait. Est-ce qu'on peut passer maintenant, du coup, on s'est un peu intéressé, est-ce qu'on peut passer maintenant un peu à la flexibilité mentale? Comment la flexibilité mentale, elle peut jouer un rôle dans la confiance en soi, dans l'adaptabilité? Comment elle peut, je ne peux pas dire se mettre en opposition parce qu'on ne l'a pas dit, mais comment cette approche elle va être différente et quels vont être ses bénéfices et dans quel cas de figure ça peut être intéressant de se pencher sur ça? Ok, alors en fait du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, la flexibilité mentale, c'est vraiment une des habiletés cognitives supérieures de la métacognition, c'est plein de grands mots, qui font partie des fonctions exécutives. On s'arrêtera là sur le jargon un petit peu plus scientifique. L'idée, c'est vraiment que ces fonctions exécutives, elles sont essentielles pour le développement dans la vie de tous les jours et donc dans la vie de l'athlète. C'est ce qui nous permet de fixer des objectifs. Donc on voit bien qu'une flexibilité mentale permet de contribuer au fait de fixer et donc d'atteindre des objectifs et donc potentiellement de mettre en place des routines. Donc on voit bien cette complémentarité déjà illustrée ici. Ça permet également de nous organiser, de mener à bien quelque chose, de superviser, de déléguer, mais aussi de corriger nos actions. Et je pense que c'est vraiment ce point-là, moi, que j'aimerais mettre en exergue. C'est vraiment le fait que ça nous sorte de la rigidité de quelque chose qui ne nous convient pas et qui donc potentiellement est, entre guillemets, mauvais ou pas forcément très bénéfique pour nos performances. Si je m'enferme dans quelque chose de rigide pour continuer un plan d'entraînement que j'ai suivi sur Internet parce que c'est comme ci, c'est comme ça et j'ai décidé de faire cette course-là, peut-être en fait que si je prends davantage en compte mon équilibre de vie, mes affects émotionnels, comment je me sens, etc., je vais être en mesure de pouvoir davantage adapter avec souplesse, avec flexibilité, quelque chose qui me permettra de faire davantage de performance à la dite course. Il y a beaucoup de personnes, moi j'ai remarqué, à contrario justement des gens qui ont besoin de routine, qui veulent pas du tout anticiper leur tenue, qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre 5 minutes avant la séance, tu vois, ils veulent pas savoir. Des gens qui justement veulent laisser un maximum de place, je peux pas envie de dire à l'imprévu, mais se laisser un peu porter par les choses et naviguer en fait autour de tout ça. Est-ce que tu as des exemples un peu de type de profil, justement, si des gens vont se reconnaître pour savoir s'ils sont plus d'un côté ou de l'autre et comment ça peut être bénéfique à la performance? Alors, je dirais que déjà, il y a la façon dont on va se définir. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont dire « moi, je suis très organisée », moi, je suis très désorganisée. Il y a des personnes qui vont même le dire « moi, je suis très focalisée sur quelque chose » et ça peut être douloureux, inconfortable pour moi de changer de façon de penser ou de passer à autre chose. Ça peut être des personnes aussi qui, parfois, ont du mal à, une fois qu'elles ont terminé une tâche, tu sais, le fait de se remettre à quelque chose de nouveau, il y a cette impression de devoir recommencer. Par exemple, je termine une course pour laquelle je me suis entraînée pendant 3 mois et là, je dois trouver, entre guillemets, un nouvel objectif et m'y remettre et commencer au jour 1, semaine 1 du plan d'entraînement. Et il peut y avoir cet inconfort. Donc déjà, je pense qu'il y a des...
alors, non pas des prédispositions qui sont innées, mais en tout cas des caractéristiques qui sont très subjectives. Donc certains se reconnaîtront en nous écoutant. Néanmoins, vraiment, la flexibilité mentale, elle peut nous aider à améliorer les performances parce qu'il y a vraiment cette idée de mieux nous préparer à la nouveauté et à l'inattendu. Si on reste vraiment dans le domaine de la compétition sportive, on va vraiment avoir cette idée, par exemple, si je me suis préparée pour une course, mais que le jour J, il y a un gros changement de temps. Alors que j'ai eu l'habitude, par exemple, du soleil pendant mes entraînements, là, c'est une grosse averse, pas une petite pluie fine, mais vraiment une grosse averse avec potentiellement du coup un terrain boueux, etc. Quelle attitude je vais adopter? Les personnes qui vont être plus dans la rigidité mentale vont se dire, plus être dans l'autoflagellation. Genre, ah, c'est terrible, qu'est-ce que je vais faire? Ça m'énerve, etc. Les personnes qui vont montrer davantage de flexibilité mentale vont être vraiment dans cette adaptabilité et donc, ok, peut-être que je vais changer de chaussures par rapport à ce que j'avais prévu, peut-être que je vais changer de tenue, peut-être que je vais partir plus tôt sur le site de course pour pouvoir me préparer, m'échauffer, si jamais il y a des bouchons, etc. Donc il y a vraiment cette notion d'apprendre de ses erreurs et de pouvoir éviter de répéter les mêmes erreurs sous prétexte qu'on est censé rester dans des injonctions, des routines et des organisations qui sont fixes. Non, c'est ramener de la souplesse. C'est intéressant parce qu'il y a même des personnes qui poussent un peu le vice au-delà de ça et qui s'épanouissent un peu dans le chaos, entre guillemets. Alors, c'est pas péjoratif, hein, mais il y a vraiment des gens, voilà, moi j'appelle ça un peu le syndrome du mauvais élève, tu vois. C'est-à-dire un peu le cancre de la classe, il y a le contrôle qui tombe, il n'a pas révisé. Et ben, il attend un peu la sonnette d'alarme, l'alerte incendie, parce que du coup, il va pouvoir compter sur voilà, c'est ce côté un peu improbable de l'événement pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir faire différemment. Et il y a vraiment des coureurs, voilà, qui ont cette capacité. Quand il y a souvent, hein, d'ailleurs, quand il y a des courses où on nous prédit, ça sera lui qui va gagner, vous allez voir. Et puis tout est le chaos. Et puis c'est un mec qui sort de nulle part, qu'on n'a jamais vu, improbable, qui gagne, parce que justement lui, il a réussi parfaitement à s'adapter. Et ça, c'est souvent ça, on le voit, hein, dans des schémas de course, des gens qui vont vraiment réussir. Parce que lui, il voulait la première place, le machin et tout. Il y en a plein parce qu'ils vont abandonner. Tiens, j'ai pas mes bonnes sensations. Un mec qui est à fond sur sa routine, qui est très à l'écoute de lui, machin. Tout de suite, il va être dans le négatif, il va arrêter. La personne qui va être capable de s'adapter, c'est une chose. Il y a des canicules, des machins. Donc, il y a vraiment des gens, des athlètes qui vont un peu s'épanouir dans ce chaos. Et c'est très bien. En fait, ils ont développé une force par rapport à ça. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, le risque, comment pas tomber? Alors là, on parlait tout à l'heure que la routine nous emmène au rituel, nous emmène après à détox si c'est pas très contrôlé. Et là, le routine, c'est comment on tombe. Pas dans l'indécision, dans l'incertitude, dans l'approximatif aussi, parce que y a quand même un réel danger là. Oui, alors déjà, juste pour reprendre ce point-là, c'est vrai qu'on a vraiment la routine puis le rituel qui peut arriver. Concernant les TOC, c'est vrai que c'est pas uniquement le fait d'être dans une routine, dans un rituel qui va créer des TOC. Souvent, c'est vraiment très multifactoriel. Il y a des aspects de l'enfance, il peut y avoir des traumas, il peut y avoir la génétique. Donc voilà, tu fais bien de me reprendre, il faut un terreau déjà. Voilà, c'est vraiment, il y a plein de facteurs psychologiques, génétiques et autres qui rentrent là-dedans. Et on n'est pas du tout en train de dire, on n'est pas du tout en train de dire que si vous faites des rituels, vous allez développer des TOC. Néanmoins, pour éviter de tomber dans cette indécision ou dans ce chaos incontrôlable, comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion que moi j'aime bien dire, en tout cas, c'est de garder sa boussole intérieure. C'est-à-dire que dans des environnements qui vont apparaître comme chaotiques. Par exemple, voilà, on disait une énorme tempête pour une course et donc du coup, la plupart des coureurs qui étaient pressentis pour gagner, finalement ne gagnent pas par ce X ou Y et c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Là, il y a vraiment cette capacité d'adaptation qui se fait à un autre niveau que le mental, en fait. Il y a vraiment quelque chose d'instinctif, de primaire qui est à l'œuvre, qui passe vraiment plus par le corps que par le raisonnement. A contrario, cette notion aussi de parfois indécision, finalement, elle n'est pas tant liée avec la notion de flexibilité mentale, puisque finalement, le cerveau humain, il cherche vraiment la stabilité. Donc, il va toujours chercher à avoir une réponse et donc à réduire l'incertitude à tout prix. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de rester à l'écoute de ses ressentis. La bonne nouvelle, c'est que la flexibilité mentale, c'est quelque chose qui peut être développé, en fait. C'est pas du tout inné. Alors, il peut y avoir certaines personnes qui en ont plus que d'autres au début, mais c'est quelque chose qui peut se développer. Et donc, encore une fois, c'est pas synonyme d'incertitude ou de doute. Parce que, en fait, la flexibilité, c'est de l'adaptation
pas de l'indécision. Sinon, on va plus toucher en fait à des sujets émotionnels qui vont être relatifs à la confiance en soi, à l'estime de soi. Parce que l'incapacité de prendre des décisions, de faire des choix, cette impression de si je dis oui ou si je dis non, je renonce à quelque chose. Si je choisis, je renonce à quelque chose. C'est plutôt parce qu'on ne se connaît pas assez. C'est aussi parce qu'on ne se connaît pas du tout parfois. Parce que je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce qui me convient. Ou je me juge moins bon, ou moins intéressant, ou moins doué que les autres, donc je préfère ne pas me prononcer. Donc vraiment, quand il y a ces notions d'indécision, on est sur autre chose que de la flexibilité mentale, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, c'est intéressant. On a vu, alors on le disait en introduction, c'est vrai que les temps changent, les vies changent, tu vois, on a eu pas mal de compétitions qui ont été annulées à cause du Covid et tout, donc c'est assez logique finalement que cette notion de flexibilité mentale, elle est un peu pris, pas le dessus, mais en tout cas, elle se fait entendre par rapport aux choses très structurées, parce que voilà, la vie est de plus en plus surprenante. On a fait un peu avantages, inconvénients. Si on veut un peu utiliser pour s'adapter, pardon, je la refais. On a vu un peu les avantages, les inconvénients. Si on doit un peu statuer en fonction de notre mode de vie, de notre sensibilité, notre état émotionnel, nos objectifs aussi, comment arbitrer ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement pour, voilà, tiens, j'ai un individu qui veut faire un trail ou un marathon, qui se lance là dans un objectif sportif. Quelle stratégie il doit avoir ? J'imagine que c'est aussi personnel, l'éducation qu'il a eue, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Alors, tu me connais, Guillaume, moi, j'ai pas de réponse fixe et générale. Par contre, ce que je dirais, c'est déjà, encore une fois, s'écouter, qu'est-ce qui nous convient, mais aussi être curieux d'essayer ce que je n'ai pas encore déjà mis en place. Parce que parfois, on se dit, non, mais moi, l'organisation, ça ne me va pas, je ne suis pas organisée. Essayez. Alors, à petite dose, puis peut-être à un peu plus grande dose, mais parfois on est assez surpris, c'est-à-dire on pense que quelque chose ne nous convient pas alors qu'on n'a pas encore essayé. C'est un petit peu l'enfant qui dit je n'aime pas les haricots verts alors qu'il n'a pas encore goûté les haricots verts. Ah, ça c'est pénible. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de s'écouter, mais d'être curieux, d'être un petit peu aventureux. Et les goûts changent, pardon je te coupe, mais les goûts changent. Hein. Oui, exactement. Ce qu'on n'aimait pas par le passé, on peut l'aimer aujourd'hui et inversement. Donc il ne faut jamais rester sur un a priori négatif. Il faut de temps en temps toujours se dire, bon, est-ce que c'est toujours le cas, quoi ? Il y a plein d'aliments que je n'aimais pas quand j'étais petit, que j'adore aujourd'hui. Exactement. Donc je pense que c'est pareil sur plein de choses. Et ça revient exactement, on fait la boucle qui est bouclée sur la notion de flexibilité, puisque nos croyances, nos goûts, nos capacités peuvent évoluer d'un côté ou dans un autre, en fonction du contexte, en fonction du temps, etc. Néanmoins, quand même, pour tout ce qui va toucher à la préparation de courses ou d'activités sportives au sens plus large, je dirais que tout de même, sur la structure, une certaine forme d'organisation est nécessaire. Et après, ce sera à l'individu, donc à nos auditeurs, de jauger de mixer, quel degré. Comme une table de mixage où on va. Voilà. Moi, c'est intéressant parce que tu vois, moi qui étais très routinier, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais toujours mes parcours de course, mes ci, mes ça. Et en fait, ce qui m'a aidé à la motivation a été aussi un peu la source de ma démotivation au bout d'un certain temps. Exactement. Et du coup, j'avais eu un coach qui m'avait donné un excellent conseil en me disant, non, tu vas tout péter. Tu t'entraînes le matin, tu vas t'entraîner le soir. Ton parcours, tu vas changer de parcours. Si tu peux pas, tu vas le faire à l'envers. Ouais. Tu vas complètement tout casser pour essayer d'aller recréer un peu un renouveau. Et là, il est un partisan de la flexibilité mentale. Voilà. Donc, c'est pas, encore une fois, quelque chose qui vient en opposition. C'est peut-être un doseur à régler, savoir aussi réajuster en fonction de comment est-ce qu'on se sent. Il y a des fois on a besoin de quelque chose, des fois on a besoin d'autre chose et on veut toujours nous enfermer dans des cases. Et voilà, il faut ce qui est bon pour nous à l'instant T, c'est pas forcément demain. Donc ça c'est hyper intéressant. Si on veut poursuivre un peu l'échange, est-ce que tu as des ressources, des documents, des livres, des podcasts sur voilà, ce mindset un peu, ces rituels, c'est tout ça Oui, totalement. Et pour finir, d'ailleurs, j'aimerais juste mentionner que cette idée de routine, donc là, je mets vraiment en dehors le côté rituel, donc le côté émotionnel, mais la routine et donc l'organisation, ce qui ramène la structure, ça va permettre de sécuriser et donc de créer vraiment un socle, une base pour pouvoir performer et de ramener du coup de la nouveauté là-dedans. C'est un petit peu en fait comme si on construisait une maison dans l'ordre. D'abord on va faire les fondations,
Et ensuite, on va construire le premier et le deuxième étage. Et concernant les ressources, moi, j'ai le livre de la psychologue américaine Carol S. Dweck qui s'appelle « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » et qui a théorisé, alors en anglais, c'est le fixed versus le growth mindset. En français, ça donne l'état d'esprit fixe versus l'état d'esprit de croissance et qui reparle vraiment, qui explore cette notion de flexibilité mentale avec une autre terminologie, mais c'est tout de même très intéressant. Et la deuxième ressource ou le deuxième conseil que je pourrais donner à nos auditeurs, ce serait de justement passer à l'action. Donc, c'est-à-dire, il y a des applications sur mobile, des jeux pour développer la cognition, la mémoire, mais aussi, si vous êtes moins écran, des puzzles, des jeux de société, faire des sudoku, etc. Et en fait, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, faire de nouvelles choses qui vont nous faire réfléchir différemment de ce qu'on fait, mais ça peut être aussi, par exemple, aller à un nouvel endroit, tester un nouveau resto plutôt que d'aller à celui du coin de la rue. Et plus on va insérer progressivement de la nouveauté dans notre quotidien, plus on va commencer à aussi développer, installer de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau qui vont nous permettre de ramener davantage de flexibilité et donc de souplesse. Et puis, il n'y a pas une méthode qui marche plus qu'une autre. On est toujours à la recherche de la méthode. Il y a des gens qui ont beaucoup de réussite avec des méthodes complètement opposées. Si on s'intéresse au marketing, tu prends Tesla qui va annoncer tous les jours des nouveautés, qui va te dire qu'il y a 1 million de projets, qui communique sur tout de suite, à compte qui marche et qui cartonne, grosse valorisation. La deuxième grosse valorisation américaine, tu prends Apple, ils communiquent sur rien, il n'y a rien qui fuite. Quand ils disent qu'ils sortent un produit, c'est que le produit il est prêt, il est carrément déjà dans les rayons, donc c'est totalement opposé. Pourtant, deux succès, 2 réussites. Tu mets un Tim Cook chez Tesla, il serait très malheureux. Tu mets un Elon Musk chez Apple, je sais pas ce que... je pense que déjà sa santé mentale, c'est pas ouf, mais là, ça serait encore catastrophique. Donc voilà, l'humain est complexe. Et je terminerai avec la citation de Mohamed Ali, je crois. Enfin, on lui prête à Mohamed Ali, mais quelqu'un qui voit la vie à 50 ans de la même manière qu'il la voyait à 20 ans a perdu 30 ans de sa vie. Donc voilà, restons pas sur nos a priori et des fois, ce qu'on pense être bon pour nous peut changer. Merci infiniment Manon. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Body and Mind. À très vite. Merci Guillaume et à très vite.